à 2024, je vais y arriver. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ça marche pas. Ah si, pardon. Parti. Du coup, je vais vous présenter l'inclusion des des personnes en situation de handicap mental au sein des organisations. Donc, c'est une partie de mes travaux de recherche puisque je suis en thèse actuellement et je travaille sur l'inclusion du travailleur en situation de handicap mental, de handicap, pardon, dans les organisations. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie de la distinctivité optimale, que sans doute vous connaissez déjà, mais appliquée à mes travaux de recherche. Donc, voici le plan de ma présentation. Je vous parlerai des travaux de Shor qui sont très importants pour mes recherches aussi. Hop. Donc, pourquoi je m'intéresse à ce sujet? En fait, c'est un sujet qui, euh, qui est très important à mes yeux puisque je travaille dans un IME, un institut médico-éducatif, auprès de personnes en situation de handicap mental. Et c'est une question sociétale majeure puisque 1 milliard de personnes sont en situation de handicap et ça fait 15% de la population mondiale, ce qui est assez conséquent. Et sur cette partie de la population, il y a 2,6% en situation de handicap intellectuel. Ces personnes-là sont très souvent au chômage, 2 fois plus que la moyenne des autres personnes. Et elles souffrent beaucoup de stéréotypes et de stigmatisation. Je ne sais pas quel est ce bruit, mais ok. Le handicap mental, il est souvent très stigmatisé, tout comme le handicap psychique. Donc là, en fait, je sais pas si vous, je vous ai remis la définition de la situation de handicap du point de vue de la loi française. Donc, c'est toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Et j'ai mis en dessous la définition de la déficience intellectuelle du point de vue de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est la capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d'apprendre ou d'appliquer de nouvelles compétences. Donc là, je vous ai remis la classification de Colella, qui est une chercheuse américaine, et je me suis basée sur cette classification pour diffuser mon questionnaire sur l'inclusion du travailleur en situation de handicap. Et donc, on voit dans cette classification qu'il y a plusieurs types de déficiences. Les conditions physiques, conditions mentales qui regroupent la maladie mentale et le retard mental, les déficiences sensorielles, les troubles de l'apprentissage, les troubles neurologiques et les troubles de la dépendance. Donc, l'inclusion, c'est un enjeu de responsabilité sociale des entreprises parce qu'en fait, on s'intéresse au bien-être de ces personnes plus que... On va au-delà des intérêts économiques et financiers. Donc, la question à laquelle je souhaite répondre, c'est comment la théorie de la distinctivité optimale et le cadre conceptuel de Shor, que je vais vous présenter juste après, articulé autour des notions d'appartenance et d'unicité, permet de mieux comprendre l'inclusion des personnes en situation de handicap, et notamment celles en situation de handicap mental au sein des organisations. Donc, comment se définit l'inclusion? Alors, il y a plusieurs définitions. Là, j'en ai proposé une. L'inclusion peut se définir comme le fait d'identifier, de valoriser et de mobiliser des connaissances, des compétences et un capital expérience au service de la recherche d'une optimalité de la performance collective. Donc ensuite, je vous ai mis celle de Ferdman. On voit que les personnes qui ont toute une identité et un style différent peuvent être complètement elles-mêmes en contribuant à une action collective.
Donc, Morbarak et Chérin ont défini l'inclusion comme le niveau auquel une personne est associée au processus décisionnel de l'organisation dont elle fait partie. Donc, ces processus, en fait, ils peuvent regrouper plusieurs choses. Ils peuvent regrouper des processus décisionnels, l'accès aux informations, aux ressources, la construction de relations sociales. Donc, je vais vous présenter un peu la théorie de la distinctivité optimale qui a été énoncée par Brever en 1991 et Brever et Rokas, pardon. Donc, selon ces auteurs, en fait, les personnes, elles recherchent un perpétuel équilibre entre deux états. Donc, c'est l'état d'appartenance et le besoin de reconnaissance de leur unicité. Je vais expliquer après ce que c'est. En fait, cet équilibre, il est atteint, mais en même temps, les individus sont entre deux besoins contradictoires. Le fait d'être à la fois vu comme les autres, mais aussi totalement différent. Donc, ces différences, en fait, elles ont été conceptualisées par Snyder et Fromkin en 1980, et c'est eux qui ont développé le concept d'unicité, qui est centré autour de la question de la reconnaissance des caractéristiques individuelles d'une personne. Donc, selon cette approche, une personne, même si elle partage des points communs avec les autres, a néanmoins des traits de personnalité qui ne sauraient être gommés au profit d'une assimilation totale au groupe. Donc voilà, on a cette définition de Shor qui est très importante pour mes recherches puisque je me suis basée sur eux dans quasiment beaucoup de mes recherches. Donc ils définissent l'inclusion comme la façon dont une personne perçoit la façon dont elle est reconnue au sein d'un groupe de travail en termes d'appartenance et d'unicité. Ah, pardon. Donc qu'est-ce que l'appartenance? C'est la motivation à former et à maintenir des relations fortes et stables avec d'autres personnes. Et l'unicité, c'est la motivation à avoir un soi distinctif. Donc là, vous avez leur cadre conceptuel, et me suis basée là-dessus pour définir l'inclusion. Donc on voit que lorsqu'on est en situation d'inclusion, on a une unicité forte et une appartenance forte. Par contre, quand on est en situation d'exclusion, elles sont toutes les deux faibles. Et après, on a aussi l'assimilation, donc caractérisée par une appartenance forte et une unicité faible, et la différenciation, qui est caractérisée par une unicité forte, mais une appartenance faible. Donc, l'exclusion, l'individu n'est pas considéré comme un membre à part entière du groupe et ne présente pas de valeur unique pour le groupe, alors qu'il y a d'autres membres du groupe reconnus à part entière. L'assimilation, un individu est considéré comme un membre à part entière du groupe quand il se conforme aux normes culturelles dominantes de l'organisation. La différenciation, c'est en fait l'individu qui n'est pas traité comme un membre à part entière du groupe, mais on reconnaît quand même ses compétences au sein du groupe et ses caractéristiques uniques. Et l'inclusion, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les individus sont considérés comme des membres à part entière du groupe et sont également autorisés et encouragés à rester uniques au sein de l'organisation. Donc là, je vous parle de ma méthodologie de la recherche. En fait, j'ai diffusé un questionnaire anonyme à environ 950 entreprises du secteur public, privé et à des associations aussi qui comprenaient des ESAT, des entreprises adaptées, avec tout type de handicap confondu. Je me suis basée sur l'échelle de l'inclusion de Chongqing, qui est très récente, qui a été diffusée en 2020. Et donc, à ma connaissance, en fait, j'en ai fait une première application sur une population de personnes en situation de handicap avec tout niveau de handicap confondu. Donc là, je vous présente mes résultats. En fait, j'ai obtenu 272 réponses et exploitables et j'avais 316 répondants parce que ça n'a pas été facile d'obtenir toutes ces réponses. Ça a été très très long, la collecte des données a été longue.
Et après, j'ai pu valider l'échelle de Chung et Shor sur cette population en particulier. J'ai fait une double analyse exploratoire et confirmatoire. Donc, dans mes résultats obtenus, j'avais surtout des handicapés, des personnes en situation de handicap physique. J'en avais 121. Et j'avais un peu de personnes en situation de handicap mental ou psychique. Donc, c'était 12% des répondants, ce qui n'est pas beaucoup. Mais en même temps, vu l'échelle que j'ai diffusée, ça paraît assez logique. Après, j'ai fait une classification de ces répondants en 4 groupes. Donc, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y avait des assimilés, des différenciés, des inclus et des exclus. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai obtenu 76% d'inclus. Donc là, vous avez tous mes résultats. Enfin, pas tous, mais je vous ai diffusé une petite partie. Donc les inclus, il y en avait 76%. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les personnes en situation de handicap mental ou psychique, bah, le pourcentage diminue, on tombe à 47%. Et aussi, ce qui est logique, ceux qui sont exclus, le pourcentage augmente par rapport à ceux qui ont tout type de handicap. Le pourcentage d'assimilés, il est quasiment le même. Et le pourcentage de différenciés, il augmente beaucoup. Donc là, en fait, ça résume ce que je vous ai dit. Ça a bien marché. Bon, voilà. Donc, les résultats montrent qu'il y a moins d'inclus chez les personnes en situation de handicap mental, 2 fois plus d'exclus, un pourcentage d'assimilés proche et beaucoup plus de différenciés. Je pense que j'ai parlé vite, mais voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Du coup, c'est une première recherche dans un cadre doctoral de ma thèse et qui valide une échelle de mesure de l'inclusion sur une population de personnes en situation de handicap mental en particulier. Mes résultats amènent à une classification en 4 groupes d'inclus, d'exclus, de différenciés et d'assimilés avec 76% d'inclus. Pour ce qui concerne le handicap mental, il y a 47% d'inclus, 19% d'exclus, 12% d'assimilés et 22% de différenciés. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis je reste disponible. On a le temps peut-être pour une petite question, le prochain présentateur.